Et bien voilà, une nouvelle année vient de s'écouler. 2025, on était sur une année, comme d'hab, coup-ci coup-ça au niveau mondial, et au niveau personnel, eh ben j'ai envie de dire, coup-ci coup-ça aussi. Il y a eu des trucs super, on m'a beaucoup appelé pour réaliser de la fiction, et notamment en fin d'année, on m'a appelé pour réaliser une série. Et je vous parlerai des coulisses de cette série dans un prochain vlog. J'avais dit que je ferais des vlogs assez régulièrement, je n'ai pas tenu cette parole. Pourquoi ? Parce que je suis en train de monter le documentaire de Mourir or Not Mourir. J'ai fini le montage le 31 décembre, il fait actuellement 3h15. C'est évidemment bien trop long, donc je vais retravailler le montage pour gratter du temps par-ci, par-là, et faire des coupes pour atteindre 2 heures. Mais ce documentaire, c'est vraiment le truc qui m'a pris le plus de temps cette année. J'ai clairement eu les yeux plus gros que le ventre, mais j'ai l'impression que ça va être vachement bien. Et je vous vois venir en commentaire en me disant « Ouais, mais 3 heures de documentaire, c'est bien ». Et oui, je suis d'accord, mais moi je préfère faciliter l'accès au documentaire aux gens en leur proposant un truc plutôt de 2 heures, ce qui est déjà un beau morceau à se bouffer. Et je préfère 2 heures vraiment bien que 3h15 un peu longue. Et aussi, il va falloir que ça tienne sur le Blu-ray, donc il y a un moment, je peux pas non plus faire un truc qui dure indéfiniment. En tout cas, le Blu-ray, on bosse dessus, il y aura plein de bonus, il y aura beaucoup plus de choses que ce qu'on avait dit dans le crowdfunding. Ça va vraiment être un bel objet, je pense. En tout cas, sans plus tarder, on va se lancer. Ça se trouve, mes lunettes sont crades en fait. Ah oui, non, mais ça c'est pas possible, gars. Tu peux pas partir en... Le mec qui fait une vidéo, ses lunettes, c'est des tranches de sauce. La gueule des lunettes. En tout cas, sans plus tarder, on va commencer ce magnifique top 10. En 10e position, le ski. Oui, bon voilà, on commence le top 10 avec une activité de bourge. J'avais des potes qui partaient au ski, il leur restait des places dans l'appart. Je me suis dit, let's go les haricots, allons-y. À part briser mon dos, qu'est-ce que ça pourrait faire de mal ? Briser mon dos. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, très content, j'adore la montagne, je viens de la montagne, donc très heureux d'aller à la montagne, très heureux de voir de la neige. Par contre, je me suis dit, voilà, gars, ton dos c'est de la compote, tranquillou, on va aller au ski, et très sobrement, on va faire une journée de ski. Et suite à cette journée de ski, on verra si on en fait d'autres. Qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que je me suis régalé, par contre en fin de journée j'avais terriblement mal. Mais vous allez me dire, mais attends Thomas, t'es parti en vacances au ski, et t'as fait qu'une seule journée de ski, mais qu'est-ce que t'as fait le reste du temps ? Eh bien, j'ai fait un court-métrage. Alors ce court-métrage, vous allez pas pouvoir le voir forcément bientôt sur ma chaîne, parce qu'il va faire des festivals. En tout cas, c'est une des rares fois de ma vie où je suis aussi content d'un truc que j'ai réalisé et écrit, et ça fait du bien. Parce que demain, des gens peuvent dire que c'est une énorme daube, j'en aurais rien à battre, parce que moi je l'adore ce court-métrage. Qu'est-ce qui branle ? Il va falloir que tu sois forte, Maya. Hein ? Johnny a échangé de corps avec la table basse. Je te demande pardon ? Oui. Et je crois que c'est la quête que je veux dans ma vie de réalisateur de film, c'est réussir à moi être content de mon film et l'aimer. Parce que derrière, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, si toi tu l'aimes, c'est cool, tandis que si les gens défoncent un truc que t'as fait et que toi-même t'es pas à 100% satisfait, c'est vraiment hyper dur à vivre. Donc j'adore ce court-métrage, si jamais il fait des festivals, je vous le dirai comme ça, si jamais il y a un festival qui est pas loin de chez vous et que vous voulez venir voir le court-métrage, vous pourrez. En 9e position, le volume stable de YouTube dans les vlogs de Lena Situation. Il y a un truc sur lequel j'ai alerté les gens quand j'ai sorti mon film Mourir or Not Mourir, c'est d'ailleurs écrit dans la description, c'est éteignez le volume stable. C'est un outil qu'il y a dans YouTube, quand vous faites la petite roulette, vous cliquez, il y a volume stable, vous pouvez l'activer. Quand t'as une vidéo qui est bien mixée, ça n'a aucun intérêt, parce que le but du volume stable, c'est de tout balancer en l'air et d'écraser la dynamique pour que tout soit audible au mieux. C'est vraiment pas très bien. Mais par contre, tous les mois d'août, Lena Situation nous régale avec ses vlogs d'août. Et c'est génial, sauf que ça n'est pas mixé. Et du coup, pour une fois, j'aurais jamais cru le dire, mais merci le volume stable, parce que dès que t'actives ça, brem, tout est bien, les musiques qui sont trop fortes, elles sont baissées, les voix qui sont trop basses, elles sont montées. En ayant sorti un film et en ayant dit à tout le monde « virez-moi ce machin », là j'étais content de l'avoir. Parce que comme beaucoup de gens, j'adore les vlogs de Lena, mais j'aime bien faire autre chose de mes mains que baisser et monter le son à chaque séquence. En 8e position, les cheveux longs. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez plus chez le coiffeur, après vous avez les cheveux longs. Depuis, je sais même pas quand, je me laisse pousser les cheveux. Pourquoi ? J'en sais rien. En fait, j'ai eu plusieurs fois dans ma vie les cheveux longs et j'aime bien avoir les cheveux longs. Mais je sais pertinemment que je suis moche avec les cheveux longs. Et il ne passe pas une semaine sans qu'à un moment je me dise « Gars, t'es moche avec des cheveux longs, coupe-toi les cheveux, remets-toi les cheveux courts, ça ne marche pas. » Et pourtant, j'aime bien avoir les cheveux longs parce que je trouve ça rigolo. C'est marrant d'avoir les cheveux longs, tu peux faire des coiffures, tu peux faire le con, ça bouge avec le vent, ça bouge. Je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà, j'ai un petit chignon, il est rigolo, je sais pas pourquoi. En 7e position, Anne Hathaway. C'est comme ça qu'on prononce ? Anne Hathaway.
Petite curiosité ciné que j'ai découvert cette année, c'est un film de 2017 qui s'appelle Colossal. Et il a été réalisé par Nacho Vigalondo. Et il a été réalisé par Nacho Vigalondo. Ce film, il a été réalisé... Ce film, il s'appelle... Oh putain. Allez, voilà, j'ai dit qu'un soit le nom, c'est bon. Ce film est vraiment pas très connu. J'ai l'impression qu'il a pas mal fait des festivals. Et c'est pas un film qui va révolutionner votre vie. Mais pourtant, il est très sympa. Ce film, il parle de Anna Tawai, no shit, qui se sépare de son mec et donc retourne vivre chez ses parents qui ne sont pas là à ce moment-là, je crois. Ils sont pas dans la maison. Bref, elle repart dans sa ville d'enfance et elle va recroiser des amis d'enfance. Mais il y a que des trucs qui volent là, c'est insupportable, dis donc, je suis en train de faire une vidéo, les trucs qui volent, laissez-nous tranquilles. Et elle va se rendre compte... Ah putain, mais en même temps, je peux pas tellement... Enfin, j'ai l'impression que pitcher le film, c'est vous spoiler. Ah putain, en tout cas, il y a une histoire de kaiju, de monstres géants à la Godzilla, avec Anna Tawai et qu'elle se bat, et enfin... Je peux vraiment... Ah, en fait, matez Colossal, voilà, je pense qu'il est en location sur les plateformes, voyez-le, c'est vraiment sympa, en fait, voilà, juste j'ai vu ce film, c'était une petite curiosité, j'ai fait tiens, c'est marrant, voilà, je vous le partage. Et d'ailleurs, il y a un autre film avec Anna Tawai dont je veux vous parler depuis longtemps, c'est Ella au Pays Enchanté. On pourrait dire que c'est un film de petite fille, et en vrai, c'est un peu ça. Ella au Pays Enchanté, c'est un peu un conte, un peu comme les téléfilms avec des contes et des princesses, enfin, je sais pas comment on vous le vend, mais c'est un peu Shrek si c'était en film. Il y a de la magie, il y a des créatures, et en fait c'est kitsch, c'est du carton-pâte, et il y a des effets complètement laids et kitsch, et il y a d'autres trucs plutôt pas mal, et le tout fait que ça a un charme fou. Dans l'artisanat du film, moi je trouve j'adore, parce que j'aime bien ce qui est un peu raté, le mec, on dirait que je suis fou quoi, le mec il aime la merde. Non mais en fait c'est bizarre parce que ma copine a voulu le regarder, du coup j'ai regardé ça en mode vas-y, qu'est-ce que ça va être ce truc d'enfance qu'elle aimait quand elle était enfant et qui aujourd'hui n'a plus de sens. Et en fait je suis désolé mais le film il est vraiment cool quoi. Et donc je crois que c'est pas très connu, mais que il y a une commu de ça. Les gens qui aiment ce film aiment vraiment bien ce film, et que c'est un peu le film doudou de plein de gens. En gros, l'histoire, c'est que, suite à un sortilège raté, Ella est obligée d'obéir à tout ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que si tu dis à Ella « Est-ce que tu m'aimes bien ?», elle va être obligée de dire la vérité. Mais plus que ça, si quelqu'un dit à Ella « Oh là là, tu touches plus le sol », elle va se mettre à l'éviter. C'est-à-dire qu'on est dans le côté magique du truc. Et du coup, il y a plein de situations un peu rigolotes. Franchement, c'est hyper sympa, quoi. C'est clairement... peut-être plus pour les enfants et peut-être plus pour les gens qui ont grandi avec ce truc, mais je sais pas, moi je l'ai découvert à 30 ans passés, et je sais pas, j'ai de l'attachement pour ce film, je le trouve cool. Donc voilà, si vous voulez le voir, ça mange pas de pain, c'est sympathique, bon, voyez-le. En 6ème position, Saucig. Cette année, grâce à mon beau-frère, j'ai découvert un jeu de société vraiment cool. Et ce jeu s'appelle Saucig. C'est un petit jeu pas très cher, à moins de 10 €, dans lequel vous devez créer des saucisses de différentes formes, de différentes tailles et de différentes compositions. Vous avez des cartes tête, vous avez des cartes corps, vous avez des cartes coudes qui vont vous permettre de faire différentes formes de saucisses et donc de répondre à des commandes, parce que bien sûr il y a des cartes avec des commandes de saucisses d'une certaine forme, avec un certain nombre de cartes, avec une certaine composition, et donc vous allez essayer de faire ces objectifs-là tout en faisant chier les autres en abîmant leurs saucisses, et les autres aussi vont abîmer vos saucisses. Et c'est très rigolo parce que dans ce jeu, vous faites que de dire le mot saucisse. Et il y a plein de situations dans lesquelles le mot saucisse, il est très marrant à être dit. Par exemple, oh, je vais casser ta saucisse. Oh là là, je vais couper ta saucisse. Oh là là, mais elle est tellement longue ta saucisse. C'est très marrant. Et le jeu est vraiment cool. Les dessins sont très sympas. C'est hyper simple comme jeu. Et donc, ce jeu, quand je l'ai acheté, n'existait que en anglais. Mais depuis peu, il a été édité en version française. Donc, comme un bon pigeon, j'ai racheté la version française. Donc voilà, c'est dispo, je pense, dans tous les bons magasins de jeux de société. C'est vraiment un super jeu de société, hyper rigolo à faire, et c'est pas très long. Voilà. En 5ème position, je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser. Il y a un an, Maxime Muscat a sorti ce livre. Dans ce livre, Maxime Muscat raconte comment il a arrêté de consommer de l'alcool. Et surtout, il raconte comment il s'est mis à boire beaucoup trop d'alcool. Et ce livre, il est trop bien. Moi, j'ai vraiment du mal à lire des bouquins. Le nombre de livres que j'ai lus se compte sur les doigts de mes deux mains. À ça, vous enlevez évidemment les romans graphiques, les BD, les mangas et les pièces de théâtre. Il est pas très épais, mais il est quand même un petit peu épais, et ça aurait vraiment pu me faire peur fut un temps, et ben je l'ai bouffé en 2 jours. Le livre, il m'a vraiment trop intéressé. Déjà, il part d'un peu plus loin, où il raconte un peu les métiers qu'il a eu, les succès, les échecs, et il raconte comment a été sa consommation de l'alcool au fil du temps, jusqu'à où ça l'a mené, et pourquoi il a fallu qu'il arrête, et comment il a arrêté.
Et le livre, il est hyper touchant. J'ai passé facile tout un bon gros bout de la fin du livre à chialer en le lisant, et à tel point que j'arrivais plus à lire les pages tellement je pleurais, tellement ça m'a touché. Je pense que c'est bien de casser le tabou autour de l'alcoolisme, parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de la bonne manière, je dirais. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, il y a un film dont je parle vraiment souvent, c'est Un singe en hiver. Un singe en hiver, c'est un film de 1963, je dirais, ou 62, bref, des années 60, avec Jean-Paul Belmondo. Il est sale, mon Blu-ray. Il est même pas déballé, parce que je l'ai en plein d'exemplaires. Donc c'est un film avec Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin, réalisé par Henri Verneuil, et donc c'est un film d'après-guerre où deux alcooliques vont se rencontrer et discuter de leur rapport à l'alcool, de comment l'alcool les fait voyager, et ce film dédiabolise très bien l'alcool et te montre que si ces gens-là, ils boivent, c'est parce qu'en fait c'est le seul truc qu'ils ont trouvé. Voilà, c'est un très beau film, donc n'hésitez pas à le regarder. Et donc très rapidement, s'il y a d'autres gens comme moi qui ont du mal à lire, mais qui ont envie de lire des livres, moi un truc que j'ai trouvé, c'est les recueils de nouvelles. Donc là par exemple, c'est Danse macabre de Stephen King, et je trouve ça trop cool parce que en une trentaine de pages, t'as une histoire complète, et je trouve que ça aide à te dire vas-y, je vais lire, parce que en quelques pages j'aurai une histoire complète, je vais valider à mon cerveau le fait que j'ai réussi à lire un truc en entier. C'est efficace, il y a des histoires géniales, il y en a des moins bonnes, mais en tout cas ça aide à se mettre à lire, je trouve. En 4ème position, Sévrance. Cette année, j'ai découvert la série Sévrance, et direct, je me suis pris une claque monumentale. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi impeccable, une série aussi bien, aussi précise, aussi satisfaisante que Sévrance. Sévrance, ça raconte l'histoire de personnages qui ont leur cerveau dissocié, et donc qui va leur permettre d'avoir leur vie personnelle séparée de leur vie professionnelle. Donc dès qu'ils arrivent au travail, ils se rappellent plus de leur vie personnelle, et dès qu'ils sont dans leur vie personnelle, ils ne se rappellent plus de leur vie au travail. Et la série raconte l'histoire de ces personnages qui vont commencer à se demander quelle est leur vie à l'extérieur du travail ou quelle est leur vie à l'intérieur du travail. Et donc, ça va foutre la merde. Le truc qui est génial avec Sévrance, c'est que le créateur de la série, tu sens qu'il a poncé son concept, et qu'avant même de se mettre à écrire, il a regardé quelles étaient toutes les failles, et tu sens qu'il maîtrise extrêmement bien son sujet, et du coup ça lui permet de maîtriser extrêmement parfaitement sa série. C'est bourré de mystères. Dans toutes les séries à mystère, il y a un truc qui rend ouf, c'est que dès que t'arrives à la fin d'une saison, t'as pas de réponse ou quoi, ou tu te demandes si les scénaristes savent vraiment où ils vont. Lui, il sait très clairement où il va, et c'est ça qui est très satisfaisant, c'est qu'au fil des épisodes, tu chopes des petites infos par-ci, par-là, et je trouve personnellement que tu n'es jamais déçu à la fin des saisons. Alors pour l'instant il y en a 2, d'aucuns diront que la 2 est peut-être moins bien, moi je la trouve tout aussi géniale que la 1, et j'attends avec impatience la saison 3, et c'est une des rares fois où une série m'a pas donné l'impression de m'être fait voler du temps, ou qu'elle n'a pas rempli le cahier des charges qu'elle m'avait annoncé au début. Vous voyez, quand on regarde une série, la série elle te met des enjeux, elle te pose des choses, et tu attends à une récompense, à quelque chose à la fin qui va répondre à certaines problématiques qu'on te pose de base. Et Sévrance, tout en gardant beaucoup de mystère, va te donner beaucoup d'éléments de réponse pour que tu puisses construire dans ta tête ta compréhension de la série. En tout cas, tu ressors pas de Sévrance en te disant « Ouais, j'ai eu aucune réponse, ils savent pas où ils vont ». Pas du tout. Et c'est ça qui rend la série vraiment géniale. Bref, j'ai pas envie de trop en dire, donc vous voyez Sévrance, c'est vraiment une des meilleures séries, je pense, de tous les temps. Et c'est pas la seule série que j'ai vue cette année, j'aimerais bien vous parler de quelques autres séries, notamment The Good Place. The Good Place, ça existe depuis longtemps, c'est terminé depuis longtemps, et donc c'est l'histoire d'une femme qui meurt, et donc se retrouve au paradis, alors qu'elle devrait être en enfer. Je vous dis rien de plus. Débrouillez-vous. Pareil, The Good Place, une série où tu sens que les gens qui écrivent ont poncé leur concept pour pouvoir explorer tous les terrains possibles de leur série. Et à la fin de la série, t'as vraiment cette sensation agréable que l'œuvre est allée de partout où elle pouvait aller. Une autre série sur laquelle je suis tombé par hasard parce que c'est Netflix qui me l'a suggéré après avoir regardé un programme, c'est El Refugio Atomico. Je le dis mal, c'est sûr. Et je me suis dit, oh, la patine a l'air cool, vas-y je clique. Et j'ai bouffé la série en une nuit. C'est l'histoire de milliardaires qui, suite au déclenchement de la 3e guerre mondiale, vont aller s'enfermer dans un bunker avec que des riches. C'est une série espagnole qui a été faite par les gens qui ont fait la Casa de Papel, donc il y a beaucoup de choses qui sont assez bêtes, et quand tu mates la série, comme quand tu mates la Casa de Papel, t'es en mode ouah, n'importe quoi. Mais à la fois, c'est un peu cool, et surtout moi le truc que j'ai aimé dans la série, c'est que tout est pathétique. C'est des milliardaires, c'est des ultra riches qui sont tous enfermés entre eux, avec leurs problèmes de riches, de liens les uns entre les autres, de leurs histoires d'amour, de tromperie, c'est des conflits en veux-tu, en voilà, sur des sujets plus ou moins grotesques. C'est
cons comme la lune. C'est vraiment des personnages pathétiques dans leurs histoires pathétiques. Et c'est ça qui est génial. Et donc la série, vous allez me dire, ouais, mais c'est horrible de suivre des personnages pathétiques. Et ben, là où la série est intéressante, c'est qu'on a deux héros, un jeune garçon et une jeune fille, qui eux sont les enfants donc de deux familles d'ultra riches. Et eux sont un peu les personnages qui vont vous ramener au sol, parce qu'ils sont beaucoup moins pathétiques que le reste de la famille, parce que eux ne sont pas complètement stupides, contrairement au reste de leur famille. Il y a des choses assez intéressantes qui sont faites dans leur relation, je trouve. C'est pas la série de l'année, clairement. J'ai l'impression que ça en a pas beaucoup parlé. Et je sais pas, j'aime bien cette série. J'ai passé un chouette moment devant en ayant conscience qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient assez bêtes. Mais c'est efficace, ça utilise des rebonds scénaristiques assez basiques qui fonctionnent, mais ça se regarde sans déplaisance. Ça se dit, je sais même pas si ça se dit ce que je dis. En tout cas, si possible, ne lisez rien avant de regarder la série. Je peux pas vous dire pourquoi, mais le visionnage n'en sera que plus chouette. J'ai l'impression à chaque fois que j'explique hyper mal les trucs, c'est fou. Et il y a une dernière série qui m'a pété le crâne cette année, et je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, mais je vous avais parlé de Peacemaker saison 1 de James Gunn. Et ben cette année il y a la saison 2 qui est sortie. Comme j'avais dit dans un précédent top de fin d'année, Peacemaker c'est un personnage qui est stupide, et donc tu t'attends à voir une série avec un teubé qui tabasse des gens, et en fait la série te montre toutes les failles qu'il a et qu'il est beaucoup moins creux que ce qu'on pense. Et la saison 1 était complètement dingue, et la saison 2 elle est exceptionnelle. C'est incroyable comment James Gunn arrive à casser les codes du blockbuster et du super-héros pour en faire quelque chose d'à la fois touchant, subversif, satirique, comique. Il est trop fort en fait. Il est trop fort. Je sais pas quoi vous dire de plus, voyez Peacemaker, c'est trop bien. Et pendant qu'on parle de James Gunn, moi je trouve son Superman génialissime. Pour moi, James Gunn, c'est un des rares gars qui arrive à évoluer dans un studio et à faire ce qu'il veut. C'est une des rares personnes qui fait des blockbusters d'auteur, et qui, je trouve, arrive à faire avancer le cinéma au niveau de ces blockbusters contrôlés par des studios. À part James Gunn, jamais on a vu chez Marvel quelqu'un arriver et dire je vais faire un film d'auteur, et je vais surtout raconter ce que j'ai envie de raconter, et vous allez pas m'emmerder quoi. Mais après voilà, pareil, James Gunn, j'ai envie qu'il m'adopte, donc est-ce que je suis objectif ? Oui, je pense. En troisième position, faire un podcast. Ça fait des années que je veux faire un podcast, sauf que je me suis toujours empêché d'en faire un parce que j'allais juste faire des mecs qui parlent entre eux. Et je trouve que pour énormément de podcasts, y a pas vraiment de plus-value. Et je voulais pas être un énième podcast de gars qui parlent autour d'une table. Et surtout, en réalité, j'avais envie de faire le Floodcast. Sauf que le Floodcast, ça existait déjà. Et donc je me suis toujours dit que je ferais un podcast le jour où je trouverais une idée différente, histoire d'avoir quelque chose d'autre à proposer que ce qu'on a déjà. Ce podcast, il s'appelle Expert Micro-ondes, et il y a un nouvel épisode toutes les 2 semaines. Et en gros, le concept de mon podcast, c'est que c'est une sorte de jeu télé marrant dans la veine de Burger Quiz, mais audio. Et j'adore vraiment faire ce podcast. À chaque fois que je fais un nouvel épisode, je suis hyper content de l'enregistrer, et quand je le monte, j'entends quelque chose qui me plaît vraiment. Je suis très rarement satisfait de ce que je fais, mais Expert Micro-ondes, j'ai vraiment l'impression que c'est cool quoi. Si vous voulez juste écouter un épisode pour découvrir, peut-être choisissez un épisode de la saison 2 avec des invités que vous appréciez, parce que dans la saison 2, notre écriture et les jeux sont beaucoup mieux équilibrés qu'au début de la saison 1. Sachez qu'il est disponible sur toutes les plateformes, mais que j'ai créé une chaîne YouTube et que très bientôt je vais uploader les épisodes dessus, comme ça vous pourrez les écouter de partout, peut-être à des endroits où vous n'avez pas forcément votre application de podcast. En deuxième position, Hyrule Warrior. Cette année, je me suis tabassé la gueule sur Hyrule Warrior, l'ère du fléau, mais aussi sur Hyrule Warrior, les Chroniques du Sceau. J'avais pas le titre. Ces 2 jeux sont trop bien. Alors à savoir que j'avais acheté le premier Hyrule Warrior à l'époque de sa sortie sur Switch, et que j'avais commencé le début, et que en effet ça ramait, c'était pas très opti pour la Switch, et surtout il y a sans doute eu d'autres jeux qui sont sortis et je l'ai un peu délaissé. Avec la sortie de la Switch 2, j'ai entendu dire que le jeu était plus fluide, que enfin le jeu fonctionnait, et je me suis dit pourquoi pas y rejouer, notamment avec ma copine qui a adoré, et donc du coup on s'est mis à passer nos soirées à se tabasser sur le jeu contre des monstres, et on s'est régalé. Et donc quand cet épisode là, les Chroniques du Sceau, est sorti, rebelote. Les Chroniques du Sceau on l'a pas encore terminé parce que c'est pas la meilleure période pour moi pour jouer aux jeux vidéo, avec le documentaire de Mourir avant de mourir, mais c'est pas plus mal parce qu'on est content de pouvoir le savourer. À 2 c'est vraiment cool, tu peux partir à des endroits différents sur la map, parce que le principe d'Hyrule Warrior, c'est que t'es sur une map avec des avant-postes à récupérer, à défendre, et surtout le principe c'est qu'il y a des centaines d'ennemis devant toi et que tu tapes dedans comme un gros bourrin pour les faire valdinguer. Et cette année il y a un autre jeu vidéo qui m'a régalé, c'est Fantasy Life E. Alors je suis vraiment pas très loin dans le jeu, j'en suis peut-être à 50 heures, et j'aimerais y jouer tout le temps. Le problème c'est, comme d'habitude, le mec qui coffre de mourir en autre mourir, qui me prend tout mon temps, mais ça, vraiment, c'est génialissime. C'est un petit jeu mignon qui croise Zelda et Animal Crossing, dans lequel vous allez pouvoir faire votre île, votre maison,
et en même temps défoncer des monstres, il y a un côté action RPG, et en même temps vous pouvez apprendre des métiers, il y a des mini-jeux, il y a des donjons, enfin c'est génial tout le contenu qu'il y a dans ce jeu. Et un autre jeu qui m'a vraiment régalé aussi cette année, c'est Tony Hawk Pro Skater 3+4. J'ai beaucoup joué au jeu Tony Hawk quand j'étais plus jeune. Depuis des années, c'est vraiment un truc qui me manque, et ces remakes 1+2 et donc ici 3+4, ça me fait un bien fou parce que Tony Hawk c'était vraiment une licence de jeu qui me manquait et les derniers étaient pas fous, et surtout à notre époque il n'y a pas de nouveaux jeux Tony Hawk, donc ces remasters sont vraiment fort bienvenus et c'est une régalade de pouvoir jouer à un bon jeu de skate de temps en temps. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez les jeux Tony Hawk, c'est trop bien, je suis trop content d'avoir pu rejouer à ça cette année, c'est vraiment trop cool. Et enfin, en première position, le sac de Wilson. Et oui, cette année, en première position, il y a le sac de Wilson. Et vous allez me dire, mais Thomas, c'est quoi le sac de Wilson? Eh ben, ça me paraît clair. Le sac de Wilson, c'est le sac de Wilson. Wilson, mon chat, un bébé magnifique de 1 an et demi et de 8,5 kg. Quand il faut le transporter là-dedans, il prend toute la place, le pauvre. Et quand on a un chat de 8,5 kg qu'on aime profondément, eh ben, on lui trouve un sac qui a une pergola télescopique. Est-ce que télescopique, c'est le mot? Je ne pense pas, mais vous allez comprendre, parce que quand j'enlève ce sac de mon dos, que j'arrive par exemple dans le train et que je dépose le sac sur ma tablette, eh bien je peux transformer le studio parisien de Wilson en un appartement un peu plus grand, qui fait le double de la taille. Et ça, pour mon bébé à poil, eh ben c'est parfait, parce qu'au moins là, eh ben il peut se coucher, il peut avoir de la place, et il est beaucoup plus heureux que s'il était tout serré dans la version classique de ce sac. Donc voilà, cette année, j'ai offert une véranda à mon chat. En vrai, ce serait sympa que je vous le montre. Je vais vous montrer Wilson, vous allez voir que c'est un beau bébé, hein, attention. Hop là, voilà, je vous présente Wilson, il a 1 an et demi, c'est un petit bébé d'amour, mais il est immense, c'est un très grand chat. Déjà de base, c'est un chat qui est très grand, mais en plus de ça, il fait 8,5 kg et la veto elle nous a dit ce serait pas mal de tomber à un petit 7 kg. Donc le bébou, il va, regardez ce petit bidou là, il va faire un petit régime, d'accord? Hein, comme papa. Ça va nous faire du bien à tous les deux. Wilson, il est trop beau, je l'aime trop. C'est mon bébé. J'espère que cette année 2026 va être géniale pour tout le monde et pour le monde. C'est pas gagné. Bien évidemment, comme chaque année, vous pouvez mettre votre top dans les commentaires. Ça fera des recos pour tout le monde. Puis à très bientôt. Ciao.